Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la classe d'HGGSP au format numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier thème de l'année de première concernant la notion de démocratie. Nous tenterons de mettre en avant les caractéristiques principales de ce régime politique en introduction, puis nous étudierons le premier chapitre intitulé « Penser la démocratie ». La démocratie est une notion qui ne vous est pas inconnue bien sûr. Vous en avez peut-être marre de l'étudier d'ailleurs et l'impression de tout connaître. D'abord, vous l'avez vu en 6e, mais aussi en seconde, et vous vous dites sûrement que vous allez encore entendre le même discours sur le sujet. Eh bien non, pas du tout, c'est le pari que je vous lance. Allez, c'est parti! Lorsque l'on vous dit démocratie, doivent alors émerger certaines idées qui caractérisent ce régime. Une démocratie se fonde tout d'abord sur le principe de séparation des pouvoirs, idée qui nous provient des Lumières et plus particulièrement de Montesquieu, philosophe français du XVIIIe siècle, dans son ouvrage intitulé L'Esprit des lois, paru en 1748. En effet, les pouvoirs sont strictement séparés entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Cette séparation permet d'éviter qu'une seule personne détienne l'ensemble des pouvoirs. Elle s'inscrit dans une constitution qui peut être définie comme étant la loi fondamentale organisant les institutions politiques d'un État. En démocratie, le peuple détient le pouvoir. C'est la définition traditionnelle de la démocratie. Cependant, celui-ci peut transmettre sa capacité à décider à un représentant élu. Cela nous amène donc au fait que dans une démocratie, le citoyen a de nombreux droits garantis par la Constitution. Les plus connus sont le droit de vote, le droit de pratiquer le culte de son choix, la liberté de s'exprimer et de diffuser des informations dans le cadre de la loi, la liberté de se réunir, par exemple en manifestant, etc. Ces droits impliquent cependant certains devoirs, comme payer l'impôt, qui sert à entretenir le bon fonctionnement de la fonction publique au service des citoyens, ou encore à se conformer aux lois prescrites par les législateurs. Ainsi, on a tendance à opposer les démocraties au régime autoritaire. Ces derniers sont dirigés par des autocrates, des individus ayant pris le pouvoir de manière plus ou moins légitime, qui gouvernent par la peur en s'appuyant sur l'armée, en supprimant la liberté d'expression, celle de la presse, la liberté de se réunir, de manifester, en réprimant les opposants, en les enfermant de manière arbitraire, c'est-à-dire sans justice, sans procédure judiciaire. Ces régimes disposent de systèmes d'élection inexistants, voire illusoires, et ne disposent pas de système d'alternance politique. Le dirigeant autoritaire reste au pouvoir de manière indéterminée. Ainsi, on voit rapidement quels pays et dirigeants peuvent correspondre à ces caractéristiques, que ce soit la Chine de Xi Jinping, la Russie de Vladimir Poutine, ou encore la Turquie d'Erdogan. Tous s'opposent à la démocratie occidentale et aux libertés qui en découlent. Voilà. Maintenant que nous avons donné les principales caractéristiques de la démocratie, intéressons-nous donc au premier chapitre de l'année. Allez, c'est parti! Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par le choix est de celle de l'aristocratie. C'est ainsi que Montesquieu, dans son célèbre ouvrage intitulé De l'Esprit des lois, publié en 1748, pense la démocratie. Ainsi, selon lui, la démocratie par le tirage au sort, c'est-à-dire la démocratie directe, celle pratiquée par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ, est la vraie nature de la démocratie. A contrario, la démocratie indirecte, apparaissant au XVIIIe siècle aux États-Unis et que nous nommons démocratie représentative, s'assimile à un régime aristocratique, puisque l'élection cherche à élire le meilleur de tous les candidats. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler qu'en grec, Aristos signifie meilleur et Kratos le pouvoir. Ainsi, cela signifie le pouvoir des meilleurs. Cette citation de Montesquieu nous permet donc de comprendre que penser la démocratie s'est fait au fil des siècles. D'abord avec la démocratie directe d'Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, au modèle de démocratie représentative américain au XVIIIe siècle. Pour autant, cette dernière fait aujourd'hui débat dans nos sociétés actuelles, les citoyens revendiquant de plus en plus leur volonté de participer aux décisions de la vie politique de leur communauté.
Ainsi, en 2019, le mouvement social des Gilets jaunes en France revendiquait la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. N'est-ce pas la preuve de la volonté des citoyens de se réapproprier l'espace politique et l'espace public? Ainsi, nous pouvons nous demander quelles sont les différences entre démocratie directe et démocratie représentative. Nous nous appuierons sur l'exemple d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, pour comprendre le fonctionnement d'une démocratie directe unique, puis nous ferons un bond dans le temps pour nous intéresser aux écrits de Benjamin Constant, un penseur de la démocratie directe et indirecte au 19e siècle. Allez, c'est parti. Jalon 1. Une démocratie directe mais limitée. Être citoyen à Athènes au 5e siècle. Tout d'abord, comment est née la démocratie athénienne? Au 6e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est un régime aristocratique. Gouvernement où le pouvoir est détenu par les aristocrates, l'élite de la société, par la richesse et la naissance. Cette élite, composée de quelques familles de grands propriétaires, détenait les terres et dirigeait la cité. Le reste du peuple n'avait aucun pouvoir. Le rôle des citoyens à Athènes a évolué au cours de la période. En 594 avant Jésus-Christ, Solon, un aristocrate réformateur, met en place l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Mais Athènes n'est pas encore une démocratie. Il faut attendre 507 avant Jésus-Christ et les réformes de Clisthène pour que ce dernier divise les citoyens en 10 tribus comportant chacune 3 dèmes qui sont des subdivisions territoriales correspondant à un village ou un quartier. Les riches et les pauvres sont alors mélangés et participent ensemble à la vie de la cité. Cependant, les plus riches possèdent encore les postes de direction de la cité. Au 5e siècle, Périclès, un autre aristocrate, met en place des lois plus égalitaires. Les pauvres peuvent désormais participer à la direction de la cité. Pour les citoyens athéniens, la démocratie représente le régime qui leur permet de participer à la vie politique de leur cité. Athènes devient alors une démocratie directe. Tous les citoyens se réunissent dans une assemblée, nommée l'Ecclésia, où ils décident de la politique de la cité par vote à main levée. Cette assemblée est toute puissante et possède la souveraineté. À Athènes, les citoyens ont des devoirs avant d'avoir des droits. La citoyenneté leur confère un statut privilégié. Ils ont la propriété des terres, peuvent mener une action en justice, se marier légitimement, avoir des aides publiques par exemple. Depuis les réformes de Clisthène, en 507 avant Jésus-Christ, pour être citoyen, il faut être un homme libre, avoir un père athénien, être inscrit à l'âge de 18 ans sur les registres de son dème et avoir fait son éphébie, qui correspond au service militaire de 2 ans que les Athéniens doivent faire à 18 ans. Comment fonctionne cette démocratie? La cité est dirigée par 3 assemblées et par des magistrats qui occupent des fonctions politiques, militaires ou judiciaires. L'Assemblée de l'Ecclésia est la plus importante institution de la démocratie d'Athènes. Elle se réunit tous les 10 jours sur la colline de la Pnyx. Les citoyens y votent à main levée les lois et décident de la paix ou de la guerre, mais aussi de l'ostracisme. Tous les citoyens peuvent proposer une loi ou un amendement. Les débats à l'Ecclésia peuvent être très violents. L'Ecclésia peut donner la citoyenneté à un métèque, par exemple, s'il a combattu avec bravoure pour Athènes. Les métèques, les esclaves, sont mobilisables dans l'armée, mais ils n'ont aucun droit. Cela reste tout de même exceptionnel. L'Assemblée peut également voter l'exil d'un citoyen pendant 10 ans s'il a menacé la sécurité de la cité. C'est l'ostracisme. La boulée est le conseil de la cité, elle prépare les lois et veille à leur application. Elle est constituée de 500 citoyens, tirés au sort pour 1 an au sein de l'Ecclésia. L'Héliée est le tribunal d'Athènes. Il est principalement situé sur l'Agora, la place publique d'Athènes. Il est composé d'environ 6000 citoyens de plus de 30 ans tirés au sort pour 1 an parmi l'Assemblée. Il rend des sentences votées à bulletin secret et sans appel. Les magistrats, eux, font appliquer les lois de la cité pendant 1 an. Les stratèges sont les plus importants et commandent l'armée, et ils sont élus chaque année. Les autres, comme les archontes, qui président les tribunaux et s'occupent de la religion civique, sont tirés au sort. Tous les citoyens, riches comme pauvres, peuvent être élus ou tirés au sort pour exercer une magistrature.
Mais quelles sont les limites de cette démocratie? Les citoyens ne sont qu'une minorité par rapport à la population totale de la cité. Obtenir la citoyenneté dépend des origines familiales et de la naissance sur le territoire de la cité d'Athènes. Selon les estimations, sur les 380 000 habitants d'Athènes, en moins 431, seuls 42 000 sont citoyens, c'est-à-dire seulement 11% de la population. La majorité des habitants de la cité d'Athènes, c'est-à-dire presque 90%, sont donc exclus de la citoyenneté. Les métèques, hommes libres étrangers à la cité, protégés par des lois et pouvant résider et travailler à Athènes en échange de paiement d'une taxe, n'ont pas de droit. Les esclaves sont des hommes non libres, considérés dans l'Antiquité comme des objets, et ne peuvent devenir citoyens. Les femmes sont exclues de toute vie publique. Enfin, les jeunes hommes de moins de 18 ans ne peuvent participer aux affaires de la cité. Les citoyens athéniens les plus riches, les grands propriétaires terriens, disposent de temps libre pour assister aux assemblées grâce au travail de leurs esclaves et des métèques. La majorité des autres citoyens sont des paysans, des artisans. À l'époque, voyager coûte cher et ils ne vivent pas forcément à Athènes. Ils n'ont pas assez d'esclaves pour faire le travail à leur place. Ils n'ont donc souvent ni le temps, ni les moyens de se rendre jusqu'à Athènes pour siéger à l'Ecclésia. Sur environ 40 000 citoyens à la fin du 5e siècle, on estime que seuls 6 000 environ devaient assister régulièrement aux assemblées. Les Athéniens tentent de trouver des solutions pour résoudre ce problème. Ils utilisent notamment l'argent des cités alliées. Périclès fait verser une indemnité aux citoyens pauvres qui viennent à l'Ecclésia, le mistos. Et les citoyens les plus riches paient certaines dépenses publiques, que l'on appelle les liturgies. Mais beaucoup de citoyens pauvres renoncent à venir, car ils sont tirés au sort pour être magistrats. Ils devront payer les frais liés à leur charge. La plupart des magistrats sont donc issus de l'aristocratie. À la fin du 5e siècle, les auteurs de comédie comme Aristophane dénoncent les dérives de la démocratie athénienne. Ils critiquent les hommes politiques tels que Périclès ou Démosthène, qui ont appris l'art de la parole auprès des sophistes, qui sont des professeurs qui enseignent à prix d'or comment convaincre un auditoire pour avoir le pouvoir. On reproche à ces orateurs d'être des démagogues, c'est-à-dire de flatter les citoyens, voire de leur mentir, pour les convaincre. Périclès a ainsi été réélu stratège plus d'une vingtaine de fois. On reproche aussi à certains magistrats d'être incompétents et corrompus. Ainsi, en 404 avant Jésus-Christ, des partisans de l'oligarchie s'emparent du pouvoir en profitant de la défaite d'Athènes contre Sparte. Jalon 2, participer ou être représenté, Benjamin Constant, liberté des anciens et liberté des modernes. Tout d'abord, présentons Benjamin Constant. Il est né en 1767 et décédé en 1830. C'était un romancier et homme politique suisse considéré aujourd'hui comme un des grands théoriciens du libéralisme politique et économique. Il est républicain et il rejoint Napoléon Bonaparte en 1799, mais il siège très vite dans l'opposition. Il anime un cercle d'artistes et d'écrivains à Genève qui s'opposent à la dérive du régime napoléonien et de celui de Louis XVIII en 1814. Constant est élu député en 1819 dans l'opposition au pouvoir autoritaire de Louis XVIII. Il n'aura de cesse de s'interroger sur la façon dont doit être exercé le pouvoir politique. Hostile au durcissement de la monarchie, il s'opposera aux ordonnances de Charles X, notamment sur l'abolition de la liberté de la presse, et favorisera la Révolution qui renversa Charles X en 1830 au profit de Louis-Philippe Ier. Tout d'abord, pourquoi Benjamin Constant confond deux formes de liberté pour comprendre les deux types de démocratie? En 1819, lors d'une conférence à Paris, Benjamin Constant rédige un discours intitulé « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » et il cherche à définir la liberté dans les sociétés modernes, en particulier dans le rapport avec la souveraineté du peuple. Il compare cette liberté dans la société moderne à celle des anciens, sous-entendu à Athènes et à Rome dans l'Antiquité. Selon lui, la Révolution, parce qu'elle s'est inspirée des modèles antiques, donc liberté des anciens, a échoué à fonder une liberté politique adaptée aux sociétés modernes. En effet, la liberté à Athènes et à Rome dans l'Antiquité est la liberté politique, comme nous venons de le voir précédemment. Délivrés des tâches matérielles de la vie quotidienne par l'esclavage, tous les citoyens participent aux affaires de la cité.
Au XIXe siècle, la liberté des modernes, exprimée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, se traduit par des libertés individuelles, détenir une propriété, travailler et commercer, mais aussi dire et penser ce que l'on veut, liberté religieuse, enfin liberté d'expression. Ensuite, pourquoi Benjamin Constant défend la démocratie représentative comme le meilleur type de régime ? Puisque les hommes du XIXe siècle préfèrent leur vie privée à l'engagement politique, il est logique pour Benjamin Constant qu'ils délèguent à des représentants élus à la majorité le pouvoir d'agir publiquement à leur place. La démocratie directe laisse donc place à un régime représentatif. Chargés des délibérations publiques, les représentants libèrent les citoyens de leurs tâches politiques pour leur permettre de travailler et de jouir de leur liberté individuelle. Le système représentatif est une procuration donnée à un certain nombre d'hommes qui veut que ses intérêts soient défendus et qui n'a pas le temps ou l'envie de les défendre lui-même. Cependant, Benjamin Constant met en garde sur les dérives de la démocratie représentative, comme l'importance de contrôler les représentants dans leurs devoirs auprès des électeurs qui doivent se garder une possibilité de les écarter de celui-ci s'ils en abusent. Il met aussi en garde sur le risque de désintéressement concernant les affaires publiques à cause du plaisir procuré par les libertés privées. Les citoyens doivent, s'ils entendent conserver leur liberté, investir le champ de la discussion publique et ne pas hésiter à juger ou à révoquer leurs représentants s'ils ne sont pas dignes de leur fonction. Concrètement, il met en garde aussi contre l'abstention au vote. Ainsi, Benjamin Constant synthétise dans son discours intitulé « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » les deux natures de la démocratie. Certes, la démocratie directe correspondait davantage à la liberté des anciens qui mettait la liberté politique au cœur de la vie de la cité. A contrario, les modernes, pour reprendre les idées de Benjamin Constant, ont plus d'avantages à adopter la démocratie représentative, plus adaptée aux libertés des modernes, qui sont la recherche du bonheur et de la propriété individuelle, et non le bien-être de la cité. Cependant, ce dernier met en garde contre le désintérêt des citoyens pour les affaires publiques au profit de leurs affaires privées, car il laisse la possibilité à leurs représentants de prendre le pouvoir de manière despotique et sans réel contrôle. Voilà, ainsi s'achève ce numéro de la classe des spécialités. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très vite pour un nouvel épisode.